sur cette industrie des ETF. Mais d'abord, Grégory, vos commentaires alors sur la séance de reprise, la séquence de reprise des marchés américains. Grégory, ces marchés qui sont un peu moins inquiets sur le risque de guerre commerciale, qui sont, contents de voir peut-être. Alors, il y avait visiblement hier le raid contre l'avocat de Donald Trump. Est-ce que ça, c'est un sujet pour les marchés aujourd'hui, Grégory? Qu'est-ce qui fait réagir les investisseurs? Bah écoutez, ce dont vous parlez, ce raid sur le cabinet de l'avocat de Donald Trump, ça a été un sujet pour le marché hier après-midi pendant 1 heure, puisqu'en fait hier, une fois qu'on a appris cette nouvelle, que le FBI avait donc été dans les bureaux de l'avocat de Trump et avait saisi beaucoup de documents, le marché avait pratiquement perdu toute son avance. On avait baissé pratiquement de 1% depuis le plus haut. Ce matin, on se réveille avec une autre nouvelle qui à court terme évidemment fait bouger le marché. C'est la lecture, évidemment que personne n'a vraiment fait, mais on lit les titres, du discours du président chinois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ou qu'on devrait dire de ce discours, c'est que il n'a pas mis d'huile sur le feu, ce qui est une bonne chose, mais qu'il a répété que des choses qui étaient déjà connues et qui ne changeront absolument rien dans les négociations qui ont commencé. Mais au moins, ça a enlevé, disons, ce facteur d'inquiétude que le président Xi aurait pu être un peu plus alarmiste au niveau d'une guerre commerciale. Donc voilà, on est exactement ce matin au niveau où on était hier, à l'heure où je vous parlais, malgré une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Ça montre un peu la nervosité, je dirais, des investisseurs. Sur le risque commercial, enfin, il y a des éléments très très importants qui sont très intéressants, en tout cas qui sont rapportés par Bloomberg. Grégory, c'est le vice-premier ministre chinois Liu He qui est vraiment l'homme fort aujourd'hui sur les questions économiques, l'homme fort du président Xi Jinping, qui raconte un petit peu les coulisses des négociations, comment ça se passe depuis une semaine, 15 jours, parce que visiblement ces négociations avec la Chine, elles sont au point mort aujourd'hui. On se souvient d'un Steve Mnuchin qui a du mal à dire on the record que oui on négocie ou non on ne négocie pas. On voit bien qu'on est quand même dans quelque chose là d'assez une forme d'enlisement de ces négociations. La Chine a proposé visiblement il y a une semaine 10 jours de rééquilibrer son excédent commercial vis-à-vis des États-Unis de 50 milliards en disant on peut vous importer un peu plus de produits, des produits agricoles, on peut acheter un peu plus de semi-conducteurs, on peut acheter un peu plus de produits de luxe et puis faire des efforts de notre côté sur l'ouverture du marché chinois. Visiblement c'est une situation qui ne satisfait pas Washington. Et Washington, de son côté, Grégory, a une exigence qui a l'air d'être quand même un point de négociation important, c'est qu'ils veulent que la Chine remette en cause, d'une certaine manière, les objectifs de son plan Made in China 2025. Oui, mais ça, c'est une partie de bras de fer qui est déjà perdue pour les Américains, car je ne vois pas comment ils peuvent négocier un plan qui est un plan légitime de développement de plusieurs secteurs que la Chine voudrait être les secteurs les plus compétitifs, dont par exemple l'intelligence artificielle. Non, ce qu'il faut dire sur ces négociations, c'est que c'est certain que la Chine va augmenter ses importations, que ça soit américaine ou autre. Vous n'avez qu'à regarder les résultats de LVMH, tout simplement parce que la consommation en Chine augmente beaucoup plus rapidement que dans d'autres pays du monde et certainement augmente beaucoup plus rapidement que la consommation américaine. Donc il devrait y avoir sur la durée un rééquilibrage de ces déficits commerciaux sans qu'il y ait aucune intervention, je dirais, d'une politique anti-business, anti-commerce et anti-libre-échange. Maintenant, je suis persuadé qu'il y aura des négociations, mais une négociation, ça doit être sur quelque chose de précis. Et c'est certain qu'il y a des sujets totalement précis sur lequel les Américains peuvent négocier avec la Chine. Mais quand on verra ces sujets, ça sera beaucoup moins dramatique, beaucoup moins catastrophique que quand on lit, par exemple, les gros titres de la presse qui parlent de 100 milliards de tarifs. Et à noter, 100 milliards de tarifs, c'est Goldman Sachs qui faisait le calcul, ça aurait un impact pratiquement nul sur la croissance américaine et sur la croissance chinoise. On parle vraiment de très petits chiffres. 100 milliards ne représentent rien à l'échelon du commerce international.
Bon, voilà pour le dossier guerre commerciale avec la Chine. Enfin, bah tiens, d'ailleurs, restons un peu dans la lignée. Hein. La suprématie de la technologie chinoise aujourd'hui, avec un point d'interrogation peut-être encore, Grégory, mais quand même, la plus grosse licorne du monde est chinoise. Elle s'appelle Ant Financial et c'est une filiale d'Alibaba. Et enfin, la plus grosse licorne du monde, elle pèse au moins 2 fois Uber aujourd'hui, Grégory. Oui, mais Ant Financial, ils ont levé des fonds à hauteur de 9 milliards de dollars et ça valorise donc Ant Financial à 150 milliards de dollars. Alors vous dites plus cher que Uber, mais je vous dirais ça vaut plus que Goldman Sachs aussi, ça vaut beaucoup plus que Morgan Stanley. Donc c'est très très intéressant. Et pourquoi je dis Goldman Sachs et Morgan Stanley, c'est parce que Ant Financial, c'est une plateforme de paiement de Alibaba. C'est une plateforme qui permet aux Chinois d'ouvrir ce qu'on appelle des money markets, donc des comptes d'épargne où ils sont rétribués jour après jour avec des taux d'intérêt très intéressants. Et ça montre à quel point l'Internet en Chine a une longueur d'avance sur l'Internet en Europe et aux États-Unis, puisque l'Internet est déjà maintenant très intégré en Chine dans le système financier et dans le système bancaire. 150 milliards de valorisation pour cette filiale d'Alibaba qui n'est pas cotée, qui pourrait d'ailleurs se coter un jour, j'imagine, Grégory. Enfin, ce serait la suite logique d'avoir Ant Financial coté aux États-Unis, à Hong Kong ou sur des places chinoises. Oui, on peut imaginer que ça sera ce qu'on appelle dual listing. D'un côté, comme vous dites, à Hong Kong, certainement en Chine, et puis certainement aussi au New York Stock Exchange ou en tout cas aux États-Unis, comme Alibaba d'ailleurs l'est. Bon, un mot de Facebook, puisque c'est le grand jour là pour Mark Zuckerberg qui va faire son mea culpa devant le Congrès. Alors aujourd'hui devant une commission conjointe au Sénat, et puis demain ce sera devant différentes commissions là aussi de la Chambre des représentants. Il assume des erreurs personnelles dans le fonctionnement de Facebook aujourd'hui, Grégory. Est-ce que c'est vraiment un enjeu important là pour Mark Zuckerberg? C'est un enjeu de communication uniquement et seulement, ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça là, ce qui se joue devant le Congrès? Je dirais c'est à la fois beaucoup pour l'ensemble des réseaux sociaux, mais je dirais ce qui va jouer aujourd'hui, c'est plus une image, qui est l'image de Zuckerberg, et l'image donc, puisqu'il est le CEO de Facebook, l'image de Facebook, qu'autre chose. On va pas avoir vraiment des résultats. Mais j'aimerais amener un tout petit peu de cynisme dans cette affaire. Facebook a été un des plus gros contributeurs pour les deux partis politiques américains pendant les élections. Ils ont contribué directement à beaucoup de représentants, aussi bien démocrates que républicains, puisque Facebook a dépensé 11 millions de dollars de dons politiques pendant ces élections. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces politiciens, ils vont sûrement donner l'air d'être outragés, mais en même temps, ils sont quand même très très intéressés par les subventions de Facebook et n'ont aucune envie qu'elles s'arrêtent. Donc il faudra voir les deux côtés de l'histoire, et on se retrouvera demain sûrement pour commenter donc ces témoignages et l'outrance de sénateurs qui attendront leur chèque à la fin du mois. Très intéressant. Bon, il les a rencontrés avant, hein. Visiblement, il avait une journée très très occupée hier à Washington, Mark Zuckerberg, où il a fait son roadshow auprès des élus, et notamment certains des élus qui vont l'auditionner. Donc à partir de cet après-midi chez vous aux États-Unis, hein, en début de soirée chez nous à Paris, et puis demain rebelote devant d'autres commissions de la Chambre des représentants. Enfin, on notera d'ailleurs que, alors je sais pas si c'est les journalistes qui deviennent plus sensibles à ces questions-là, mais oui, forcément, il y a des affaires de data qui sortent ici et là, Grégory. Une vingtaine d'associations de consommateurs américains qui s'attaquent notamment à YouTube. Là aussi, YouTube, filiale de Google, accusé d'avoir aspiré les données personnelles d'enfants sans le consentement des parents. Et visiblement, visiblement non, c'est plus que ça. C'est parfaitement interdit aujourd'hui, ça, Grégory. Exactement, c'est parfaitement interdit que des données personnelles d'enfants en dessous de 12 ans soient utilisées pour des raisons financières ou de publicité. Et YouTube le sait très bien, puisqu'ils disent que si on n'a pas 12 ans, on n'a pas le droit de se servir de YouTube. Sauf que c'est extrêmement difficile d'empêcher à un jeune de 6, 8 ou 9 ans sur son téléphone ou sur sa tablette de ne pas aller sur YouTube. Donc je dirais pas qu'il y a du tout une complicité de YouTube, mais ils sont face à un phénomène, une fois de plus, qui leur échappe. Et je dirais cette histoire de
de réseaux sociaux dans son ensemble montre totalement le manque de contrôle qu'ont ces énormes plateformes sur l'utilisation qui est faite à la fois de leur plateforme, de leur réseau, et puis après la commercialisation de ce qui est sur ces réseaux. Donc non, le problème, on ne fait que toucher, je dirais, la pointe de l'iceberg. Et c'est très bien que vous rameniez YouTube qui appartient à Google, sur la table, parce que c'est un débat qui va toucher toutes les compagnies engagées dans ce genre d'activité. Bon, et puis un mot de l'actualité aussi des fusions-acquisitions. Alors ça nous intéresse particulièrement en Europe et en France, Grégory, parce que nous on a Ingenico qui est coté à Paris. Le titre Ingenico gagne 6%, après que des fonds d'investissement ont annoncé le rachat de l'américain Verifone. Grégory, qu'est-ce qu'on peut dire de cette opération qui va sortir Verifone de la cote américaine, j'imagine? Oui, la première chose à dire pour vos auditeurs, c'est que Verifone, s'ils viennent à New York et qu'ils prennent un taxi, ils mettent leur carte de crédit dans l'appareil de paiement, il est fait par Verifone. C'est ça le business de Verifone. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que Verifone, c'est à la fois un très très gros cash flow, mais en même temps une diminution continuelle de leurs revenus et de leurs profits depuis des années. Et c'est pour ça que, en fait, les investisseurs étaient vraiment sortis de cette action qui se vendait à des multiples extrêmement bas. Je regardais le multiple de Verifone avant cette acquisition, c'était à 0,8 fois les ventes. À 0,8 fois les ventes pour un fonds d'investissement de private equity comme Francisco Partners, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en le retirant de la cote, tout simplement, le cash va être plus que suffisant pour rembourser leur financement de cette opération, et ça deviendra donc très intéressant retiré du marché. Pour vous dire quand même, Ingenico est beaucoup plus cher. Alors c'est 8 fois les ventes. Ça n'enlève rien à la qualité de Ingenico, mais ça montre quand même que les fonds de private equity ils cherchent les bonnes occasions, et quand ils en trouvent une, en général ils sautent dessus très rapidement. Effectivement, ils le payent avec une prime de 50% qui les vaut au regard de la valorisation de Verifone avant l'opération, donc un deal à 3,4 milliards de dollars, dettes comprises. Et puis un mot quand même, parce que je regardais, la fusion Bayer-Monsanto a été annoncée en septembre 2016, Grégory, et on en est encore à attendre la décision des autorités américaines pour valider cette fusion. Visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais waouh, on aura mis 1 an et demi pour aboutir sur ce processus. Oui, alors je dirais, c'est désolant qu'on en soit là. Ça ne veut pas dire que c'est une fusion simple. Au contraire, il y avait beaucoup de sujets, mais ça montre à quel point que pourquoi il n'y a pas plus de ce genre de grandes fusions actuellement, c'est que le risque justement des régulateurs semble être de plus en plus important, malgré un des axes de la politique quand même, ou des promesses de Donald Trump, qui semblait être très libéral à ce sujet. Donc ça va être très intéressant de voir les prochaines étapes. Regardons par exemple le procès du département de la justice sur la fusion entre AT&T et Time Warner, pour donner un peu la température en fait de ces régulateurs. Si cette fusion AT&T Time Warner était rejetée, là je pense que ça poserait des gros problèmes dans l'avenir, et ça ralentirait encore plus les possibilités d'avoir de nouvelles opérations importantes de fusion et d'acquisition. Très intéressant. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, président de Mescart Financial Services. Retour à Paris, Régis Bourget donc avec nous en plateau, responsable